À l'extrême sud du Liban, un territoire sous haute surveillance, à la frontière avec Israël et la Syrie. Ma destination, ce village, Sheba, perché dans les montagnes à portée de tir des combattants de l'État islamique, basé en Syrie. Pour y accéder, je suis escorté par les soldats des Nations Unies. La route est interdite aux étrangers sans une autorisation spéciale. Ramiz, mon guide, est un enfant du pays. Cette journée est pour lui particulière. Avec tous les hommes du village, il défile derrière un cercueil. Ici, le défunt était un homme important. C'était un homme que l'on craignait. Il était drôle et il aimait faire le bien. En même temps, c'était un homme d'affaires. Mais son business était un peu spécial. Il était marchand d'armes. Mais bon, c'est tout. Rien d'étonnant pour ce village. La contrebande y est une tradition. Les armes circulent, ainsi que les hommes venus de Syrie. Pour surveiller ces migrants, Ramiz a installé à ses frais des caméras de surveillance partout dans le village. Il redoute des infiltrations de combattants de l'État islamique. Là, c'est l'image de la première caméra, et ensuite la deuxième. Il y en a deux autres. Ici, vous êtes à la frontière, vous avez peur de l'État islamique? Moi, j'ai peur du lendemain. J'ai peur que l'on ne puisse plus maîtriser la situation. J'ai peur que l'on soit chassé de notre village. J'ai peur que les réfugiés syriens qui vivent avec nous aujourd'hui deviennent des ennemis. J'ai peur de tout ça. Pour empêcher ces combattants radicaux de s'infiltrer, les hommes du village ont instauré un couvre-feu à partir de 21 h. Ils ont formé une milice armée qui jette en prison tout étranger circulant dans la ville. À la nuit tombée, ils scrutent chaque ruelle du village, à l'affût du moindre mouvement. Là, nous nous dirigeons vers les montagnes. Les montagnes de Sheba. C'est la route de la frontière? Oui. La frontière avec la Syrie, c'est aujourd'hui le principal problème du Liban. Elle risque de raviver les affrontements entre les communautés. Il y a 40 ans, la guerre civile qui avait déchiré le pays opposait déjà des milices communautaires. Les combats avaient fait plus de 140 000 morts. Aujourd'hui, les trois principales communautés du pays, sunnites, chiites et chrétiennes, s'arment à nouveau. La nouvelle guerre du Liban a peut-être déjà commencé. Mon voyage commence à 30 km de la frontière syrienne. Dans la deuxième ville du Liban, Tripoli, surnommée la Petite Syrie. Dans cette ville à majorité sunnite, la population soutient la rébellion syrienne contre le dictateur Bachar al-Assad. L'armée libanaise est présente à chaque coin de rue, mais ces dernières années, dans certains quartiers, elle n'a pas pu empêcher les règlements de compte, les tueries entre habitants. Khodor, un enfant de Bab Tabana, quartier populaire de Tripoli, en est le témoin. Il ne peut que constater les dégâts. C'est votre quartier? Vous vivez ici? Ouais, c'est ici que je vis. Là, vous n'avez plus que le quart d'un immeuble. Le reste s'est effondré à cause de la guerre. Là, il y a des impacts de balles. Là, c'est un espace pour les enfants. Ils pouvaient être en train de jouer, les balles retentissaient, un enfant arrivait à fuir, un autre était blessé et reste handicapé à vie. La vie est difficile. Le quartier vit au rythme du conflit syrien. Avec son look branché, Khodor dénote dans cette ville conservatrice. Son destin, il le résume en quelques mots.
Depuis que je suis conscient de ce qui se passe autour de moi, je ne vis que dans la guerre. Mon grand-père m'a dit « Je suis né dans la guerre. Toi, tu es né dans la guerre. Et tes enfants vont naître dans la guerre. C'est le destin de notre famille. » Sur les murs, des affiches de jeunes du quartier. Regarde là-bas, la photo d'un martyr. Ce sont celles de ses meilleurs amis. Ils sont morts, les armes à la main. Lui, c'est Omar. Il est mort très jeune. À côté de leur portrait, le drapeau noir du djihad. Ces jeunes se battaient aux côtés des radicaux. Ici, l'islam est devenu synonyme de lutte armée. À 500 mètres de là, dans un autre quartier, personne ne soutient les djihadistes mais leur ennemi, Bachar al-Assad. Les règlements de compte entre ces quartiers voisins sont fréquents, parfois même des attentats kamikazes. Ce café qui affiche porte close en a été la cible. Omar était un client régulier. Il répare les dégâts. Il venait ici tous les soirs. Le jour du drame, sa fille était malade. Il a tardé à rejoindre ses amis. Il a échappé à la mort. Le kamikaze a failli trébucher sur la table. Les gars lui ont dit « Fais attention à toi, mon gars ». Il s'est positionné ici et il a actionné sa bombe. Comme ça. Bilan, 7 morts et 36 blessés. L'État islamique est arrivé en Syrie et en Irak, et maintenant il est arrivé au Liban. Les djihadistes frappent partout aujourd'hui. Ils frappent à Beyrouth, à Tripoli, même en France ou aux États-Unis. Ils sont partout. Ils se font exploser pour tuer des innocents. Ils pensent se rapprocher de Dieu, mais c'est vers l'enfer qu'ils se dirigent. Les 2 kamikazes étaient ses voisins. Ils venaient du quartier de Khodor. J'ai pu rencontrer l'un de ses habitants, prêt lui aussi à mourir pour le djihad. Il a accepté de me parler, sous couvert d'anonymat. Pourquoi, à votre avis, les jeunes d'ici rejoignent les djihadistes? Nous sommes des musulmans sunnites, et c'est notre devoir de le faire. C'est notre charia qui nous l'impose. Il y a toujours la guerre ici. Et c'est toujours nous, les musulmans sunnites, qui en payons le prix. On résiste. Mais est-ce que vous avez des armes? Les armes ne sont pas un souci. Si on démarre les combats, en une demi-heure, les armes seront là. Comment ça? On nous livre discrètement avec des pick-up. Il y a 1000 façons d'en avoir. On utilise même des barques par la mer. Comment ces jeunes en viennent-ils à se radicaliser? Pour comprendre, je me rends le lendemain dans la plus grande mosquée du quartier. Ici, les fidèles se bousculent jusqu'en dehors des murs de ce lieu de culte. Tous sont venus pour écouter le prêche d'une star, Cheikh Rafa'i. L'imam est connu pour avoir appelé les soldats libanais à ne pas combattre les djihadistes. Une mouvance qu'il soutient ouvertement. Et il profite de ma présence pour faire passer un message à la France. Il n'y a pas si longtemps, des députés français ont rendu visite à Bachar el-Assad. Vous imaginez, ils discutaient avec Bachar el-Assad de la manière de combattre le terrorisme. Ils veulent combattre le terrorisme aux côtés du plus grand terroriste de l'histoire. Que Dieu le démolisse, lui et ses soutiens. Apparemment, la salle partage ses idées et ses prières avec ferveur. Que Dieu donne la victoire à nos frères, au Liban, en Irak, en Syrie, en Palestine et partout dans le monde. L'imam quitte les lieux sous la protection de son garde du corps. À l'extérieur, ces hommes récoltent des billets pour les plus démunis.
lui, reçoit ses fidèles dans une salle à part. Ils viennent lui demander conseil ou de l'aide. Ils attendent parfois des heures pour un entretien. Comment cet homme influent et respecté justifie-t-il son soutien aux djihadistes de l'État islamique ou de Jabhat al-Nusra, une organisation terroriste affiliée à Al-Qaïda? Quel est votre avis sur les djihadistes de Jabhat al-Nusra? Pour nous, en Europe, ce sont des terroristes. Comment ça, des terroristes? Parce qu'ils défendent leur dignité? Qu'est-ce que tu sais, toi, du terrorisme? Mettons-nous d'accord sur la définition du terrorisme. Vous pensez que quelqu'un qui défend sa famille, ses enfants, son pays, sa liberté et sa dignité est un terroriste? Dans ce cas, les Français aussi sont des terroristes. À la Révolution française, ils ont défendu leur liberté et leurs droits. Faire des terroristes, des résistants. Un discours qui trouve un écho ici, surtout auprès des jeunes. C'est le quartier le plus peuplé du Liban et le plus déshérité. C'est celui qu'habite Khodr. Il me fait visiter l'appartement de son oncle, ou plutôt ce qu'il en reste, après un bombardement. Pendant les tirs, il y avait des gens qui vivaient ici. C'est moche. Voilà le quartier où on vit. Tu as vu comment on vit? Comme Khodr, les jeunes d'ici n'ont que peu de perspectives d'avenir. Ce désespoir et cette misère sont le terreau de l'État islamique. Khodr vit dans un 2 pièces avec 7 membres de sa famille. Dieu est grand, mamie. Il y a quelques mois encore, il était champion du Liban de kickboxing, une star du quartier. Une blessure au genou a mis fin à sa passion. Depuis, il noie son désarroi dans les vapeurs de la chicha. J'ai démarré ma carrière sportive ici, dans cette pièce. J'ai réalisé mes premiers mouvements ici, seul, sans l'aide de personne. J'ai bossé dur pour atteindre le sommet. J'y suis arrivé et maintenant, c'est fini. Tu as refusé de porter les armes. Oui, bien sûr. Je n'aime pas les armes. Et je n'aime pas en avoir sur moi. C'est un péché. Khodr résiste encore à l'appel des armes. Mais dans sa rue, pour quelques billets, beaucoup d'hommes affirment être prêts à s'engager. On dit qu'ici, avec le chômage et la misère, les jeunes prennent les armes ou partent en Syrie. Quand on n'a pas de travail, il suffit que l'on nous donne quelques pièces pour partir faire la guerre. On n'a rien. On n'a pas un sou. C'est la misère qui nous pousse à ça. Partout dans le quartier, les militaires semblent sous tension. Arrêtez de filmer. Oui, je sais qu'il ne faut pas filmer l'armée. Je ne filme que les façades délabrées. Leur présence à chaque coin de rue semble agacer les habitants. L'armée nous jette en prison sans raison. Les jeunes peuvent avoir envie de se faire exploser, je ne sais pas moi. C'est bon, arrête de filmer. Arrête. Je découvre qu'ici, l'armée libanaise n'est pas considérée comme un pouvoir légitime, mais plutôt comme une force d'occupation. Elle est accusée de soutenir leur ennemi Bachar al-Assad. Pourquoi une telle défiance entre l'armée et la population de Tripoli? Pour répondre à cette question, je prends la route de Beyrouth, la capitale. Je me rends au meeting du Hezbollah, le parti chiite. C'est le mieux organisé et le plus armé du pays. Allié de Bachar al-Assad, une position de plus en plus partagée dans les rangs de l'armée libanaise.
La salle, chauffée par des images de propagande, attend avec impatience le discours de son chef, Hassan Nasrallah. Pour des raisons de sécurité, il n'intervient que par liaison vidéo. Le monde entier est d'accord pour dire que les djihadistes, qui se nomment État islamique, sont une vraie menace pour la sécurité de la région et pour celle du monde. L'État islamique chercherait à annexer le Liban qui lui offrirait ainsi un accès à la Méditerranée. Le Hezbollah se présente comme un rempart contre les radicaux, alors qu'il est lui-même classé parmi les organisations terroristes par les Américains. Aujourd'hui, à la frontière, il y a l'État islamique et Jabhat al-Nusra. L'État islamique existe en Libye, aux portes de Bagdad, et il est à nos frontières. Celui qui veut décider de l'avenir du Liban doit s'investir dans l'avenir de la région. En soutenant son allié Bachar al-Assad, le Hezbollah est accusé d'entraîner le Liban dans une guerre contre l'État islamique. Dans ce meeting, je ne suis pas autorisé à poser librement des questions au public. Il y a 8 mois, à la frontière syrienne, 26 soldats libanais ont été pris en otage par des djihadistes. À Beyrouth, derrière ces barbelés, leurs familles réclament leur libération. Elles ont installé des tentes sous les fenêtres du Parlement. C'est lui mon frère, Pierre Jaja. Ceux qui sont là-haut sont morts. Ceux du bas sont encore en vie. Des soldats qui étaient chargés de garder la frontière libanaise. Cet homme réorganise sa vie ici. Il s'est promis de ne pas rentrer chez lui sans son fils, mais il ne fait pas confiance à l'État libanais pour le libérer. C'est le plus grand problème que peut rencontrer un pays. Le kidnapping de ses propres soldats sur leur terre, sans que le gouvernement ne puisse les libérer. Un gouvernement impuissant, alors chacun se replie vers sa communauté. Entre les chiites et les sunnites, la guerre a déjà commencé dans certaines régions. Et une troisième communauté libanaise a peur d'être entraînée dans le conflit, les chrétiens. Mon voyage m'emmène maintenant au nord-est du Liban, à Ras Balbek, le village chrétien le plus proche de la frontière syrienne. C'est dans ces collines que les 26 soldats libanais ont été enlevés par les djihadistes. Ras Balbek est une enclave chrétienne en terre musulmane. L'armée libanaise l'a placée sous haute surveillance. Face aux dangers djihadistes, les habitants ressentent plus que jamais le besoin de prier ensemble. Adossée à l'église, la maison de Assad. La famille de ce chrétien vit dans ce village depuis plus de 1000 ans. Il tient à ses racines et à sa terre. La vie a l'air belle ici. Oui. Ici, on n'a jamais eu de problème. Même pendant la guerre civile, c'était calme. Mais cette année, avec l'État islamique et Al-Nusra, peut-être que cette nuit, pendant que tu es là, une bombe nous tombera dessus. Peut-être que tu vas entendre des tirs de l'armée contre les djihadistes. Il y a quelques jours, un bombardement de l'État islamique a justement frappé un des symboles du village, une église. Assad tient à me montrer les dégâts. Il y avait des gars qui étaient en position ici pour surveiller le village.
Une roquette est tombée et 4 d'entre eux ont été blessés. L'un d'eux est handicapé à vie. Nous sommes un village pacifique. Nous n'avons attaqué personne. Les djihadistes font ça pour nous obliger à quitter le village. Mais nous, on y tient. Les jeunes du village, Assad les retrouve ce jour-là sur la colline de la Vierge. Ils n'ont que cet endroit pour changer d'air. Il offre le plus beau point de vue sur cette frontière tant redoutée. L'armée a installé des points d'observation sur ces collines. Avec sa présence, nous n'avons pas peur. Nous resterons ici et nous défendrons chaque mètre carré de ce village. Et pour ça, les armes ne sont jamais loin. Nous n'avons pas d'armes, on préfère les mots. Mais si on n'a pas le choix, on a ce qu'il faut. La nuit, Assad patrouille dans les rues de Ras Balbak. Tu es à l'écoute? Oui. Quelle est la situation pour vous? Tout est OK. Les ruelles sont désertes. Pas une âme qui vive. Assad tient à me faire rencontrer les anciens du village. Chaque soir, ils se réunissent dans ce local. Bonjour la jeunesse. Vous allez bien? Ici, les anciens se souviennent d'un autre Liban, celui d'avant la guerre civile, où les communautés coexistaient en paix. C'est moi, avant 20 ans. À l'époque, cet homme militait au sein du Parti communiste qui regroupait des chrétiens et des musulmans. C'est vous sur la photo? Oui, c'est moi. C'est George Hawi, le secrétaire général du Parti communiste qui est tué avant avec Al-Hariri. Depuis l'essor de l'État islamique, leurs réunions du soir autour de la Sobia, le chauffage local, prennent une autre tournure. L'inquiétude s'installe. Nous ne maîtrisons rien. L'avenir est sombre. Nous n'avons aucune influence sur notre futur. L'avenir de la région et celui des pays occidentaux sont liés. Ce qui se passe en Syrie ou en Libye n'est pas si loin de la France, ni de l'Italie. Cette nuit-là, 2 roquettes ont visé le village. Poste de contrôle 2 à poste de contrôle 1. Je suis à l'écoute. Tout est OK pour vous? Rien à signaler. Sur le flanc de la colline, les plus jeunes, armes à la main, scrutent l'horizon. Ils se relayent toute la nuit. Partout au Liban, ils sont de plus en plus nombreux à s'enrôler dans ces milices communautaires. Au terme de mon voyage, je repense à ces drapeaux noirs du djihad flottant à Tripoli. J'ai le sentiment que cette ville ne m'a pas livré tous ses secrets. L'armée libanaise vient d'emprisonner 160 jeunes soupçonnés de djihadisme. J'ai rendez-vous avec leurs familles à la gare routière de Tripoli. Je devais les accompagner jusqu'à la prison de Beyrouth. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Tu fais ce trajet chaque semaine? Oui, chaque semaine, et c'est une grande distance. 100 km à l'aller, 100 km au retour. Toujours avec les familles des jeunes? Oui, moi et les familles. Nous allons tous à la prison de Beyrouth. Tu as quelqu'un en prison? Mon frère est là-bas. Et pourquoi est-il en prison? Il est juste en prison, les problèmes de Tripoli. Arrête de filmer. Il y en a marre. Il ne pose plus de questions. Seul le chauffeur me parle. Je n'ai pas le droit de m'adresser aux femmes. Agacé, il n'hésite pas à me livrer le fond de sa pensée. Les journalistes français sont des mécréants. Tu es français, tu es un mécréant. Mais pourquoi tu dis ça? Vous insultez le prophète. C'est un péché.
Nous sommes des musulmans et pour nous, la religion est sacrée. Difficile de ne pas penser à mes confrères de Charlie Hebdo. Justifierait-il l'attentat? Sa réponse est ambiguë. Nous respectons les autres religions, mais c'est vous, les journalistes, qui nous divisez. Allez, tu dégages. Je te dépose au deuxième croisement. Le chauffeur me laisse au bord de la route. Comment rester neutre au Liban? Dans le regard de l'autre, on finit souvent par devenir un ennemi. Je trouve le moyen de revenir à Tripoli. J'y retrouve Khodr, le jeune qui s'est promis de ne jamais porter les armes. L'ancien champion de kickboxing s'est transformé en prof de breakdance. Serre bien tes jambes. Parfait. Khodr aimerait échapper au destin tout tracé des jeunes de son quartier, celui de la guerre. Mais aura-t-il vraiment le choix? Dites-moi les jeunes, la guerre est à vos portes et vous dansez du breakdance? Je vais te dire ce que signifie pour nous le breakdance. Nous dansons pour la vie. Nous dansons pour la paix, au lieu de détruire ou de tuer. On a envie que le monde ait de nous une belle image. Qu'est-ce qui est le mieux? Faire du sport, s'amuser, se muscler, ou prendre une arme et tirer sur quelqu'un? Tu peux comparer ces deux choix. Je te pose la question. Mais aujourd'hui à Tripoli, ces jeunes se sentent appartenir à une communauté avant d'être libanais. À la mosquée de son quartier, ce jour-là, Khodr fait l'appel à la prière. En cas de guerre, il serait, qu'il le veuille ou non, considéré comme un représentant de sa communauté. Son destin ressemble à celui de son pays, enrôlé malgré lui dans un conflit qui n'est pas le sien. حي على